Kamikaze. Vous avez déjà entendu ce mot plus d'une fois, et pourtant il a pris aujourd'hui une connotation très différente de ses origines. Kamikaze signifie vent divin en japonais, et désigne les typhons qui auraient englouti au Moyen-Âge les flottes mongoles de Kublai Khan pour sauver le Japon d'une conquête certaine. Les deux invasions mongoles du Japon, en 1274 et 1281, font partie des plus grandes défaites militaires de l'histoire. Au moment de l'invasion, l'Empire mongol est au zénith de sa puissance et piétine ses ennemis, remportant victoire après victoire grâce à ses hordes invincibles. L'appétit et les yeux du grand Khan se tournent alors vers l'Est et un archipel mystérieux, le Japon. Le pays du soleil levant va alors devoir faire face à l'une des plus grandes menaces à son indépendance. Développé par le studio Sucker Punch pour PlayStation, Ghost of Tsushima est justement un excellent jeu d'action-aventure se déroulant pendant la première invasion mongole du Japon en 1274. Malgré des libertés historiques adoptées et assumées par les développeurs pour des raisons ludiques et artistiques, Ghost of Tsushima a retranscrit avec brio l'atmosphère du Japon féodal. Comme son nom l'indique, le jeu se passe sur l'île de Tsushima, la première terre nippone à subir de plein fouet l'invasion mongole. Le joueur incarne le samouraï Jin Sakai dans sa quête de résistance acharnée contre les envahisseurs mongols. Quelle est la véritable histoire derrière Ghost of Tsushima et ses invasions mongoles? Pourquoi et comment le Japon s'est retrouvé à défier le plus grand empire du monde? Est-ce que les invasions étaient vouées à l'échec depuis le début, ou bien les vents kamikazes ont vraiment sauvé le Japon? C'est ce que nous allons voir ensemble dans ce documentaire qui sera divisé en 4 parties. Pour ce premier chapitre, on va d'abord parler du contexte, de la situation géopolitique et militaire en Asie, juste avant les invasions. C'est parti. Ich bin ein Alien. Legio, Aeterna! Aeterna! Victis! Vive la France, libre, dans l'honneur. Ja! Shenzhen! Shenzhen! We shall never surrender. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Au Moyen-Âge, les Mongols sont rapidement passés d'une multitude de tribus nomades des steppes à une superpuissance et gigantesque empire. Unifiés par la force sous la bannière de Temujin, que vous connaissez sûrement sous le nom de Gengis Khan, ces cavaliers des steppes hors pair deviennent des conquérants terrifiants qui vont à jamais changer le cours de l'histoire et redessiner les cartes du monde. Le mot Khan signifie prince ou roi. Gengis et certains de ses descendants sont même désignés comme Grand Khan, qui serait l'équivalent du roi des rois. Après l'unification des tribus turco-mongoles, Gengis Khan se retrouve avec l'une des plus puissantes armées que l'histoire ait connue. Sa discipline, son endurance, sa loyauté et sa grande mobilité font du soldat mongol un redoutable adversaire que Gengis Khan saura utiliser intelligemment contre ses ennemis. La légendaire ambition de Temujin ne s'arrête pas en Mongolie, loin de là. Mais le premier grand Khan ne désire pas simplement piller les grandes civilisations sédentaires qui l'entourent, comme la Chine, la Corée ou la Perse. Gengis Khan veut les conquérir et formait un immense empire mongol. Ces hordes déferlent sur le continent asiatique jusqu'en Europe, elles soumettent toute l'Asie centrale et une grande partie de la Chine au nord. Contrairement aux nombreuses tribus et nomades turco-mongols, les civilisations chinoises et perses sont avant tout basées sur l'agriculture, la science, le commerce et possèdent beaucoup de villes et grandes cités où s'articule le pouvoir politique. Bien que beaucoup plus riches que les Mongols, les empires sédentaires d'Asie et du Moyen-Orient n'ont pas les mêmes capacités militaires. Une des raisons de leur défaite face aux Mongols est également une profonde division interne et externe et des différences religieuses et culturelles insurmontables qui empêchent les Chinois, les Perses, les Coréens, les Slaves, les Turcs et les Arabes de faire un front commun contre la menace venue des steppes. Depuis Alexandre le Grand, personne n'avait conquis aussi rapidement un aussi vaste territoire. En seulement quelques dizaines d'années, Gengis Khan et ses descendants ont bâti un empire en Eurasie qui a permis de sécuriser la fameuse route de la soie, au prix de centaines de milliers de vies, et des cités complètement dévastées, les conquêtes mongoles imposent en Eurasie la Pax Mongolica,
c'est-à-dire une paix relativement stable, propice au commerce, aux échanges culturels et technologiques entre l'Est et l'Ouest, et surtout facilite la circulation des biens et personnes sur cette route de la soie. La domination mongole est clairement une période bénéfique pour les marchands. Le gouvernement mongol n'hésite pas à prêter de l'argent, à financer des caravanes et même faire sauter l'ancienne limitation chinoise sur les profits. Entre une croissance économique forte et des taxes qui ramènent une énorme trésorerie, le retour sur l'investissement est plus que bénéfique pour les Mongols. En 1260, Kubilai Khan, petit-fils de Gengis Khan, est le nouveau grand Khan mongol et désire conquérir une partie de la Chine encore indépendante. En 1271, il fonde la dynastie Yuan, en suivant la tradition chinoise dans l'optique de devenir également l'empereur légitime de toute la Chine. Il fait de Zhongdu, l'actuel Pékin, sa nouvelle capitale. La ville est rebaptisée Dadu, qui signifie grande capitale, mais elle est aussi connue sous le nom de Kambalik, c'est-à-dire la ville du Khan, qui sera traduit en Europe par Kambaluk. Kublai Khan poursuit l'héritage de son légendaire grand-père. Multiculturel et multiethnique, l'empire mongol prône une tolérance religieuse exceptionnelle pour l'époque. Kublai Khan divise les citoyens en 4 catégories. Les 2 catégories les plus basses sont en grande majorité composées de Chinois. Malgré tout, Kublai Khan conserve les petits fonctionnaires publics chinois pour faire tourner la gigantesque bureaucratie et administration de son empire. Les Mongols sont évidemment la classe dirigeante et forment le cœur de l'armée. Mais dans ce vaste empire, ils ne représentent plus la majorité de la population. À partir de Gengis Khan, les Mongols n'hésitent pas à recruter et incorporer les meilleurs éléments des royaumes conquis, comme les ingénieurs, les intellectuels, les artisans, les militaires et les marchands. Les artisans peuvent par exemple recevoir de la nourriture et une protection du gouvernement en échange d'une taxe et la vente de leurs biens dans les marchés contrôlés par les Mongols. Les étrangers forment la 2e catégorie des citoyens et ont souvent une place privilégiée dans l'empire. Certains siègent même au conseil de Kublai Khan. Vous connaissez sûrement le nom d'un de ces étrangers, un certain marchand italien qui a même eu le droit à sa série Netflix et un cheat code emblématique dans le jeu Age of Empires 2. Et oui, le célèbre Marco Polo est le seul Européen à avoir servi Kublai Khan en tant que conseiller et ambassadeur pendant 20 ans. Il a rapporté ses aventures dans le fameux livre des merveilles. Certains historiens doutent aujourd'hui du parcours de Marco Polo. Certains vont même jusqu'à dire qu'il n'aurait jamais voyagé jusqu'en Chine et que ces histoires lui auraient été rapportées par des marchands arabes et perses. Même s'il est fort probable que Marco Polo ait bel et bien voyagé pendant de longues années dans l'Empire mongol, on pourra ne jamais en être 100% sûr. La Chine n'a pas encore dit son dernier mot façon mongole. La puissante dynastie des Song, qui règne depuis des siècles, occupe encore un très large territoire au sud-ouest et résiste à l'appétit du Grand Khan. La grande cité de Changyang, aux murs impressionnants et la rivière Yangtze, se dresse entre le Khan et l'Empire du Milieu. Pour prendre la cité et conquérir définitivement la Chine, les Mongols ont besoin d'une flotte. Les Song disposent non seulement d'une grande armée, mais ils possèdent surtout une supériorité écrasante sur l'eau, face à des Mongols plus habitués au désert infini des steppes plutôt que la mer de Chine. Mais le génie militaire mongol est de s'adapter à ses ennemis et évoluer sans cesse. En 1265, l'armée de Kubilai réussit à capturer 146 navires chinois dans la province de Sichuan. Ces premiers bateaux forment la première pierre de la future puissance navale qu'essaye d'adopter le Grand Khan, qui va également ordonner la construction de milliers de vaisseaux et l'entraînement de Mongols en tant que marins et infanterie marine. Grâce à sa nouvelle marine, Kubilai peut enfin lancer une campagne massive contre l'empire des Song. Pendant que la gigantesque armée mongole assiège la cité de Changyang avec des trébuchets, la flotte du Khan remonte la rivière Yangtze et s'attaque pendant plusieurs mois aux navires des Song qui permettent jusque-là de ravitailler la ville assiégée. En 1269, la marine chinoise lance désespérément une flotte de 3000 navires pour briser le blocus et ravitailler la ville en hommes et vivres. Mais les Mongols tiennent bon et prouvent qu'ils sont devenus au moins aussi efficaces que les Chinois sur l'eau. Après plusieurs tentatives ratées de rallier Changyang, la flotte chinoise enchaîne les revers sur la rivière Yangtze, avec comme point culminant la destruction de centaines de navires par une attaque de brûlots, des bateaux enflammés et chargés d'explosifs. Après cette terrible défaite, le général de Changyang capitule et ouvre les portes de la cité à l'armée mongole. Le verrou a sauté et la route est désormais ouverte. Le reste de la Chine, encore libre du joug mongol, et la dynastie des Song sont maintenant directement menacés. Kubilai peut alors se concentrer sur d'autres royaumes à conquérir. À la veille de l'invasion du Japon, les hordes mongoles ont prouvé leur valeur et habileté sur des terrains aussi variés que les plaines, les jungles tropicales, les steppes, les rivières et les déserts. Sous la bannière de Kublai Khan, l'empire mongol est alors au dernier stage de sa transformation en une force sédentaire, impérialiste et expansionniste. Comparé aux Chinois de la dynastie Song,
Le Japon est en théorie pour Kublai Khan qu'un autre petit royaume sur une grande liste de terres conquises et à conquérir. Mais avant toute tentative contre le pays du soleil levant, les Mongols doivent d'abord sécuriser un pays qui leur résiste depuis trop longtemps, le royaume de Corée. Avant de se lancer dans une dernière grande offensive contre les Song, Kubilai s'intéresse de près au petit royaume de Corée. Depuis 918, la dynastie Goryeo règne sur le royaume de Corée. Mais en 1170, le pouvoir passe dans les mains d'une dynastie de dictateurs militaires, la famille Cheo. Les rois coréens sont alors relayés à une figure symbolique, mais complotent toujours dans l'ombre pour récupérer leur pouvoir. En 1218, le grand-père de Kublai Khan, Gengis Khan, avait déjà envahi la péninsule pour poursuivre ses ennemis, les Khitan, des semi-nomades qui se sont rebellés contre lui. Les défenses coréennes sont fragilisées par l'avancée des Khitan. Heureusement, une armée mongole de 30 000 hommes arrive en Corée pour détruire les rebelles qui ont osé défier le grand Khan. Malgré l'aide des Mongols, la Corée se retrouve dans une situation difficile et se voit forcée de sceller une alliance avec les Mongols en versant un tribut annuel. Mais après la mort de Gengis, la Corée rejette la suzeraineté des grands Khan, après avoir tué l'ambassadeur mongol venu ramasser le tribut annuel et refuse d'aider les Mongols contre les Chinois. Les relations diplomatiques sont brisées, et pendant quelques années, la Corée pense être tranquille et avoir été oubliée des Mongols. Mais s'il y a bien une chose que les Mongols n'oublient pas, c'est les affronts diplomatiques et le meurtre de leur ambassadeur. La vengeance est un plat qui se mange froid. Cette fameuse citation s'applique parfaitement aux Mongols, et la vengeance sera terrible. À partir de 1231, les Mongols envahissent à plusieurs reprises la Corée, avec au total pas moins de 6 campagnes. Le général mongol Sartak arrive enfin dans la péninsule pour punir ces Coréens trop insolents. Le corps expéditionnaire mongol enchaîne les victoires rapidement. L'armée coréenne, massivement composée d'infanterie, est envoyée vers le nord pour faire face aux envahisseurs. Elle sera sévèrement battue par une violente attaque surprise des cavaliers mongols. Le gouvernement coréen est alors contraint de négocier le départ des Mongols en versant un lourd tribut. Cette première invasion fulgurante fait prendre conscience aux Coréens qu'ils sont particulièrement vulnérables en brasse campagne contre la cavalerie mongole. Le dictateur militaire Choe-woo ordonne à toute l'administration du royaume de se replier et barricader dans des puissantes forteresses dans les montagnes qu'on appelle Sansong, tandis que la capitale du royaume est transférée sur l'île de Gangsua en 1232. Malgré le petit kilomètre qui sépare Gangsua de la Corée continentale, les Mongols ne réussiront jamais en 39 ans à traverser cette petite bande de mer, faute d'expérience et compétences navales suffisantes. Le général mongol Sartak voit ce repli stratégique des Coréens comme une menace et lance une deuxième invasion. Loin d'être un faible royaume, la Corée résiste notamment grâce à ses villes fortifiées et forteresses montagnardes. Les Coréens opposent aux Mongols un challenge inattendu lors de plusieurs grands sièges où vont s'illustrer des héros coréens, comme le général Pak So à Kuju ou le moine soldat Kim Yun-chu, qui va abattre le commandant mongol d'une flèche dans l'œil lors du siège de Chonhine et mettre ainsi fin à la deuxième invasion. En 1235, l'empereur Ogodei, fils de Gengis Khan, ordonne une troisième invasion de la Corée. Au début, tout se déroule selon les plans. L'armée mongole déferle sur la péninsule et vole de victoire en victoire. Son avancée conquérante est même facilitée par la trahison de plusieurs renégats, et notamment d'un général coréen qui livre la grande cité de Pyongyang sans se battre. Mais tout cela est stoppé brutalement lors du siège de Chukji-ho en 1236, une solide forteresse dans les montagnes. Sous le commandement de Song Munju, la garnison de Chukji-ho non seulement refuse catégoriquement de se rendre, mais elle résiste brillamment aux assauts répétés des Mongols désespérés. Aux engins de siège ennemis, les Coréens de Chukji-ho répondent avec des tirs de catapultes et un barrage de flèches depuis la forteresse. Un sanctuaire dédié au général Song Munju est encore visible aujourd'hui. Après des échanges et ruses diplomatiques entre les deux camps pendant quelques années, les Mongols reviennent une quatrième fois à partir de 1246 pour conquérir une Corée plus redoutable que prévu. Tandis que les campagnes et villages sont brûlés et pillés, les villes et forteresses coréennes tiennent bon. L'armée mongole campe en face de l'île de Gangsua pour mettre la pression sur le gouvernement coréen. Mais la mort du prédécesseur de Kubilai, l'empereur Guyuk, force l'armée à se retirer. La cinquième invasion, à partir de 1253, suit d'abord le même schéma que les précédentes. Mais plusieurs massacres de populations civiles enflamment les résistances coréennes qui va stopper l'avancée mongole vers le sud. Les Mongols se concentrent alors sur la ville de Cheongju, mais à leur surprise, la population de la cité résiste vaillamment sous le commandement du moine soldat Kim Yuen-chu, le même qui avait tué le général mongol lors de la deuxième invasion. Mais cette fois-ci,
les Mongols vont essayer d'aller jusqu'au bout. Ils établissent un siège et un blocus terrestre tellement dur que les habitants de Cheonggyo sont forcés de boire le sang des animaux pour ne pas mourir de soif et de faim. Après 70 jours de siège, les Mongols abandonnent et lèvent le camp. Pendant ce temps, les moines du temple Chodungsa sur l'île de Gangswa essayent de repousser les Mongols avec leurs prières et ferveurs religieuses. Ils vont alors lancer un programme de gravure xylographique, la Tripikata Koreana, qui regroupe 81 340 planches en bois qui permettent d'imprimer les ouvrages du canon bouddhique. Les planches sont encore visibles aujourd'hui dans le temple de Ainsa. En tendant des embuscades et pièges, les Coréens opèrent également une guerre de guérilla terriblement efficace. Ces bandes de guérilla redoutables, qu'on appelle Pyulcho, lancent surtout la nuit des raids contre les camps mongols et brisent les lignes de ravitaillement. Mais cela ne suffira pas. La 6e invasion a pourtant mal commencé pour les Mongols, qui sont vaincus par les guérillas et l'armée coréenne à Cheonggyo et à Tinchulso. Mais ces deux défaites n'arrêtent pas les Mongols pour autant, qui continuent à ravager la campagne et prennent plusieurs forteresses. Jusque-là, en sécurité sur les îles et protégés par une marine expérimentée, le gouvernement coréen et l'administration se retrouvent directement menacés par des tentatives d'assaut et débarquement par la flotte mongole. Dévastée par la famine et la guerre depuis des années, la Corée commence à trembler. Après la trahison de 15 commandants de forteresse qui s'allient aux Mongols, la Corée est enfin vaincue et capitule en 1258 après 6 longues campagnes militaires. La même année, le chef de la résistance et dictateur militaire Choi est assassiné sur l'île de Gangswa. Le roi Konjong, partisan d'une paix avec les Mongols, négocie alors un traité difficile et envoie des dizaines d'otages à la cour du Grand Khan en gage de soumission. Il aura fallu presque 40 ans aux Mongols pour soumettre totalement une valeureuse Corée. Conseillé par ses diplomates chinois, Kublai Khan renvoie en 1259 le prince héritier coréen Wonjong dans sa terre natale pour se faire couronner roi. Élevé à la cour du Grand Khan en tant qu'otage politique, Wonjong a développé un respect et une loyauté certaine pour son suzerain. Dès ses premières années de règne, il envoie son propre fils à la cour du Grand Khan comme gage de sa fidélité. En échange, l'empereur mongol récompense son vassal avec de nombreux cadeaux prestigieux. La relation entre les deux monarques se développe en une amitié, à tel point que le Grand Khan dépêche des médicaments rares à un Wonjong malade pour se soigner. Après tellement d'années de guerre, la Corée est en proie à une crise économique profonde. Kublai Khan envoie des provisions de grains et surtout de la viande à son nouvel allié, et il interdit formellement à tous ses soldats, près de la frontière, de piller ou harasser les paysans coréens. La Corée reste néanmoins un état soumis aux Mongols et doit verser un tribut sous forme de céramique, argent, papier et faucon. En 1267, Kublai fait une requête exceptionnelle et personnelle à la Corée. L'empereur mongol commence alors à souffrir de la goutte. Pour soulager ses douleurs et le gonflement de ses pieds, le Grand Khan demande à Wonjong de lui envoyer la peau d'un poisson coréen bien particulier pour que ses artisans lui façonnent des chaussures idéales. Mais un dernier sursaut coréen va forcer les Mongols à intervenir une fois de plus. En 1269, plusieurs généraux coréens réalisent un coup d'état contre le roi Wonjong et se rebellent contre l'occupant mongol. Ces généraux désirent réintroduire une dictature militaire et placent sur le trône un roi symbolique qu'ils peuvent manipuler, le frère de Wonjong. Kublai sait qu'il a besoin de la Corée et de ses ressources, en particulier sa puissance navale et ses marins expérimentés pour soumettre le reste de la Chine et envisager une conquête du Japon. Il envoie immédiatement 3000 cavaliers pour aider Wonjong à mater cette nouvelle rébellion. Pour démontrer sa confiance, Kublai confie le commandement de cette force punitive au fils et prince héritier de son ami Wonjong. Les rebelles coréens envoient une demande d'aide aux Japonais qui tardent à répondre. Isolationniste, le Japon, par tradition, ne se mêle pas des affaires du continent. Cela coûtera très cher aux Japonais qui avaient là l'opportunité d'éloigner la menace mongole en aidant les forces de résistance coréennes, mais surtout d'avoir un aperçu et de comprendre les tactiques mongoles avant une possible invasion du Japon. En 1272, Wonjong récupère enfin son trône. Le royaume de Corée est désormais sécurisé et un état vassal de Kublai et de la dynastie Yuan. Pour renforcer l'alliance avec la Corée et la dynastie Goryeo, le prince héritier coréen et fils de Wonjong épouse la fille de Kublai Khan en 1273. En échange de sa loyauté et sa future participation aux opérations militaires de Kublai Khan, la Corée gagne une relative autonomie. Rien ne semble pouvoir arrêter l'empire mongol. Après la défaite des Chinois à Xiongyang, l'empire et la dynastie Song sont sur le point de s'écrouler. Au même moment, la Corée est définitivement conquise et pacifiée après 40 ans d'invasion. Kublai Khan
possède maintenant la redoutable et expérimentée flotte de guerre coréenne qui va lui permettre d'achever sa conquête de la Chine en établissant des blocus et couper les routes commerciales qui ravitaillent l'empire chinois. Après la conquête de la Corée voisine, ces blocus empêchent les marchands japonais d'échanger avec les Chinois. Le Japon prend alors conscience que la menace mongole se rapproche dangereusement. C'est tout pour cette première partie. Un grand merci à mon ami et collègue Alexander Vestra, doctorant en archéologie chinoise à l'université du Henan, pour sa relecture et conseils avisés. Et merci à vous d'avoir regardé, j'espère que cela vous a plu. S'il vous plaît, n'oubliez pas si possible de vous abonner à la chaîne YouTube, de me suivre sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à commenter ou partager la vidéo pour soutenir HistoriaVox. Rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième partie avec une vue d'ensemble du Japon avant la première invasion ainsi que la rupture diplomatique qui va conduire à la guerre. À très bientôt.